Donc les oiseaux chantent hardiment sous ce ciel très dramatique. Samedi 12 avril. Ah, quelle fatigue. Il est vrai que c'était la pleine lune. Et ce matin, peut-on vraiment dire que le jour s'est levé ? Il n'y a que la moitié de la lumière. Oh, un peu plus que la lueur de la pleine lune, mais... Alors donc, le soir, la nuit était suffisamment dégagée pour la lune. Mais on voyait de grands filaments, grandes plumes, grands motifs de plumes, des ombres plus claires, si j'ose dire. On voyait que le ciel était bien ensemencé. Après, je ne sais pas, je ne suis pas restée debout toute la nuit. Je suis allée me coucher sagement. J'ai très mal dormi. Je dors très très mal. Ça devient difficile. Tout devient difficile pour le corps et pour l'esprit. Ce bain d'ondes dans lequel nous frissons. Ouais, ça marche pas, hein. On frit, ouais. Nous sommes mis à frire, quoi. Avec les bruits. Ah, j'aurais dû faire un bruitage. Ah, mais je vais pas allumer le gaz et mettre de l'huile dans la poêle, rien que pour ça, chers amis, essayez d'imaginer. Ça, c'est pas mal, hein? Eh bien, les capacités de concentration sont moindres. Et même chez des gens qui ont l'habitude, comme moi ou comme une autre personne qui m'en fait état, difficulté à lire. Et c'est pas juste la vue qui baisse. Mais il y a aussi la vue qui baisse. Cette fatigue mentale et... oui, comme les vieilles personnes qui perdent leur capacité cognitive. Ah il n'y a pas que les vieilles. Le pire, c'est les jeunes. Ah, sérieux. Même incapables de conduire une relation humaine basique. Bonjour, comment allez-vous ? Je ne pourrai pas passer lundi. Je vous propose de passer mercredi si vous êtes disponible. Non, le mec ne passe pas lundi, ne passe pas mercredi et ne prévient pas. Et quand on le rappelle, il répond pas, mais quand on le SMS, alors, vous avez eu un problème ? Quand est-ce que vous pouvez penser venir terminer le boulot ? Le mec ne répond pas. Bon, au bout de 2 ou 3 SMS, ils sont obligés. Ouais, la semaine prochaine. Pas bonjour madame, pas désolé pour le retard, j'étais occupée. Rien. Ah, je dis les jeunes. Non, ça c'est pas les jeunes, ça c'est les demi-jeunes qui travaillent. Parce que les jeunes, le vouvoiement ils connaissent pas. Et puis les formules de politesse ils connaissent pas. C'est des vieux trucs du passé ça. Donc comme ça sert aussi à faire du lien relationnel, quand il y a un peu de vide mais qu'il faut reprendre contact et qu'ils connaissent pas les formules, ils ne reprennent pas contact. C'est logique, faut les comprendre, les pauvres. Puis toi tu les juges. Ouais. Mon Dieu. Tout se délite mais à une vitesse, j'allais dire palpable. Une vitesse palpable. Pas mal, hein ? Une vitesse vraiment vertigineuse. Ça décoiffe. Ouais. Donc fatigue. J'arrive pas à comprendre comment les gens ne ressentent pas leur fatigue. Peut-être parce qu'on nous en demande de moins en moins. Je pensais au vélo. Un copain qui vient me voir, lui il a eu des vraiment accidents cardiovasculaires et puis opéré jusqu'à la jambe. Il avait une patte folle qui marchait plus, les artères qui se bouchent. Enfin, il sait très bien que c'est une histoire personnelle de manque d'amour pour soi. Bon, il le sait, mais il est fatigué, il est démissionnaire et laxiste de lui-même, comme le sont souvent les hommes. Mais il a la délicatesse de le reconnaître, ce qui est assez savoureux. En tout cas, il pourrait plus faire du vélo, je pense, plus vraiment la force, et il a un vélo électrique, comme tous ses potes, là. Ah oui, quand c'est arrivé, le vélo électrique, les vieux se sont remis au vélo. Et puis il dit, il me faut une bonne selle. Parce que les hommes, même quand ils sont bedonnants, ils ont parfois pas du tout de fesses, donc c'est mou et ça fait mal. Enfin, les petites fesses molles, ça fait mal. Ah, il me faut une meilleure selle parce que, m'explique-t-il, on peut pas se lever sur un vélo électrique.
Bah, se lever, tu te mets en appui sur les pédales, tu te replaces, ou tu te soulages les fesses un moment, tu fais trois tours de pédale, comme ça tu te délasses les muscles fessiers écrabouillés sur la selle, quoi. Je dis non, on peut pas. Eh non, on peut pas. Parce que c'est très lourd, parce que c'est pas fait pour, et que si t'es en vélo électrique, les pédales, enfin je ne sais plus exactement comment ça fait, mais en attendant c'est très lourd. C'est pas un vélo électrique. C'est un vélo moteur, un hybride vélo moteur, mais c'est pas vraiment un vélo, quoi. On peut faire comme du vélo, mais on peut pas tout faire. Puis si tu tombes en panne, je te raconte même pas, tu pousseras pas, hein. C'est trop lourd ces trucs. La façon dont c'est équilibré, tout ça. Bon. Pourquoi je disais ça? Oui, on peut pas se lever. Donc il lui faut une meilleure selle. Et ces vélos électriques, tout le monde me dit, ah mais c'est ça qu'il te faut, comme ça tu serais moins fatigué. Bah je dis, bah non, c'est pas ça qu'il me faut. Puis sur les routes, tu prends un KO, ton truc est foutu, tu te le répares pas tout seul. J'ai déjà dit ça, que tous les gens qui ont un vélo électrique ont aussi une voiture, bah, pour emmener le vélo électrique à la réparation quand il y a besoin. Ouais, parce que tu le répares pas toi-même, gros malin. Enfin. Donc non, je mets un poids d'honneur à faire du vélo. Même si mon vélo est pas extraordinaire. Tiens, j'ai rêvé d'un vélo. J'ai eu des vélos exceptionnels. Bah, Gitane, Motobécane et l'autre marque c'est... Non, j'en ai pas eu de Mercier. C'est une bonne marque à l'époque. Bon, ça ne me revient pas tout de suite, mais j'ai eu les trois. Des vélos des années 70-80, début 80. Vraiment des très bons vélos, hein, avec les vitesses au cadre et parfois même les manettes en métal pour les plus anciens d'entre eux. Ah, des beaux trucs, hein, des cadres fins, bien conçus, vraiment beaux. Et je les regrette. Le plus beau d'entre eux, j'avais même acheté la selle anatomique qui m'allait parfaitement. J'en avais chié pendant des années. Et là, je l'avais depuis à peine quelques mois. Puis je partais genre en Nouvelle-Calédonie. J'allais jamais revenir, quoi. Ouais, je suis revenue un mois plus tard, évidemment. Mais en attendant, j'avais donné le vélo. On avait donné nos vélos. Selle en cuir. Enfin, mais vraiment des vélos exceptionnels. J'ai jamais eu un aussi bon vélo depuis. Celui-là, c'était un Gitane cadre femme bleu glacier. Bon, elle était parfaite. On avait fait souder autour du porte-bagages, qui était un bon porte-bagages, hein, et qui se prenait sur le moyeu et non pas juste... Enfin, vraiment... comment c'était? Non, je crois qu'ils se prennent toujours. Mais en tout cas, il était bien solide. On a fait souder des tout petits tubes pour faire un rajout, parce que le porte-bagages, même s'il était large, il faisait peut-être 15 cm au lieu de 10, hein, ou presque 20 au lieu de 10, eh bien c'est pas assez large pour mettre une cagette, parce qu'elle brinque-balle, hein, avec les mouvements du vélo. Donc là on avait fait souder peut-être des petites barres en plus, au lieu de mettre des barres, les fameuses barres de bois que moi je mets toujours pour soutenir les cartons ou cagettes. Comme ça, il y a besoin de mettre qu'un petit tendeur pour tenir le truc, enfin pour le tenir, mais elle repose déjà très bien, quoi. Donc voilà, on avait tout était bien, ils étaient customisés comme on dit. Ah oui, je suis enrouée. Mais je suis enrouée de plus en plus depuis visiblement depuis 3-4 ans maintenant. Je parle souvent de cette fille qui tirait les tarots là que j'écoutais. Ouais, j'écoutais, je savais rien moi des trucs de l'astral et tout, je savais bien que c'était la connerie, mais c'était pour l'entendre me parler de ma vie sentimentale, ça m'aidait à apprivoiser ce que je vivais à ce moment-là. Bien que je la trouve un peu concon, mais moins concon que le reste des autres. Et puis elle donnait quelques informations d'astrologie, puisque le tarot, l'astrologie, ça va toujours plus ou moins ensemble avec les influences. Les influences qu'on subit tous de cette carte astrale, qui est juste une explication de la dynamique astrale de ce monde. Et elle disait, elle faisait ça le matin, elle disait non mais c'est le matin, je suis enrouée. Mais moi, j'avais remarqué, parce que j'écoutais avec régularité, elle faisait un tirage tous les matins. Alors maintenant, je crois que je pourrais plus, hein. Vraiment, j'allais pas très bien. C'était quand on était enfermés et tout ça, il fallait écouter une voix. Moi, j'avais pas de prune à écouter, hein. Et je voyais bien que sa voix s'était enrouée. Et j'entends que la mienne s'est enrouée. Un tout petit peu. Elle est un petit peu plus nasale, elle est un petit peu plus voilée. Un petit peu plus un peu comme ça, de très peu, mais quand même au cours des années.
Et j'avais vu ça quand je l'écoutais, c'est vieux, hein, c'était quand même 2020-2021, mais on avait aussi 2020, je sais plus, 2021, il y avait des épandages, des trucs comme ça, peut-être je l'écoutais un peu jusqu'en 2022, ça devenait vraiment extrême, sable du Sahara. Donc je vois bien collectivement, on prend dans la gueule des tsunamis invisibles, d'électromagnétisme, d'épandage. Bah là, je vois que ça se lève un tout petit peu. Et c'est comme s'il y avait du ciel, mais en fait non, il y a une vapeur par endroits. Hein, c'est même pas des nuages, mais c'est des vapeurs blanches tellement légères qu'on ne les voit presque pas. Bah si on regarde pas, on voit pas. Faut bouger un peu, faut regarder les nuages, faut regarder à côté. Et on peut même pas regarder les nuages tellement c'est lumineux. Donc ça vrille la tête. Et ces ondes, elles agissent au niveau de nos sens. Non pas qu'on les voit directement, mais visuels et auditifs, qui sont d'ailleurs beaucoup plus liés qu'on ne croit. L'un parle à l'autre. On peut rééduquer l'un par l'autre. Ouais. Oui, je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Fatiguée, plus d'allant, et puis fatiguée, puis je sais que vous êtes fatigués, vous aussi. Bah, même si ça nous arrive d'avoir des bons coups d'action et de faire ce qu'on doit faire. Ah, les bruits de la campagne, un tracteur. Ça va, c'est une petite route, il ne passe qu'à 40 à l'heure. Hein. Il fait pas du 55-60 comme les gros monstres qu'on voit parfois sur la route. Ouais, tous ces bruits. Bah, c'est sympa de penser qu'il y a un peu de monde qui passe ici quand même si c'est en voiture. Mais il n'y a pas que ça, il y a toujours un bruit de moteur. Là, il y a un léger, délicat et lointain vrombissement dans le ciel. Puis il y a la route, même si la plus proche, là, n'est pas très fréquentée. Il y a les autres. Il y a un bruit de fond. Et là, les voisins sont calmes. Mais sinon, c'est motoculteurs d'un côté, débroussailleuses de l'autre. Même si c'est pas tout le temps et même s'ils sont pas tout près. Puis un coup de disqueuse, le préchauffage de la voiture, toujours quelque chose. Pour entendre le silence, ou plutôt les bruits du vivant prenant place dans le silence comme tous ces merveilleux oiseaux, et parfois même un peu de silence quand tous ces bruits de la vie s'atténuent, il nous faut réinventer le silence. Il nous faut l'entendre en nous-mêmes. Il nous faut aller jusqu'au cœur de nous-mêmes, là où réside le silence. Là où il habite et se déploie. Si nous lui laissons un peu de place, chose que nous faisons très très rarement, pour ne pas dire jamais. Sauf, par exemple, quand il nous arrive une terriblement mauvaise nouvelle. Tout s'arrête un instant en nous. La stupeur et le choc a mis en attente même les émotions. Là c'est l'instant du silence. Il y a d'autres moments bien sûr, mais souvent ce sont des chocs. Souvent ce sont des choses auxquelles nous ne pouvons pas nous soustraire. Malheureusement, nous ne sommes pas attentifs à la qualité de silence de ces moments. Et nous n'en retenons que l'émotion troublante, bouleversante, dite négative, la douleur du moment, le choc. Et pourtant, même à cet instant-là, il y a eu quelque chose qui relève de la grâce. Chaque fois qu'on m'a annoncé la mort de quelqu'un de proche, je pensais mes parents. Ma mère, au moment où elle est morte, oui, ça a été très très spécial. Comme je l'ai appris, ce qui s'est passé, tout a été très très étrange. Et ça a été un choc oui et non, et une espèce de transfert d'énergie que j'ai perçu. Il y a quelque chose. Mon père, je peux pas dire que quand il est mort qu'on était proches. Là, je pense que j'avais déjà définitivement tourné la page, puisqu'il me mentait, bon. Mais d'autres personnes aussi, il y a eu de ces chocs. Et à chaque fois, il y a eu comme un goût de grâce. Une tristesse immense et puis quelque chose de très puissant et profond. Je dis souvent que la vraie tristesse est une bénédiction. C'est un sentiment vrai, noble, qui nous reconnecte à nous-mêmes, qui nous rapproche de notre cœur. La tristesse, pas le désespoir, pas la dépression,
Un peu de précision, s'il vous plaît, quand vous déformez mes propos. La tristesse, c'est un sentiment plus qu'une émotion. C'est quelque chose qui nous ramène au cœur. Au cœur. À notre cœur. Quand on est vraiment triste de belles choses, les images s'invitent. Et une plus grande présence à l'instant aussi. On ralentit ses gestes. On reste là, en présence de cette tristesse qui appelle les souvenirs. On sait qu'il va falloir apprivoiser la vie sans cette personne aimée ou d'une nouvelle façon, après avoir traversé quelque chose de l'ordre d'un deuil. La tristesse est une promesse de transformation. Elle ne dure pas obligatoirement très longtemps. Elle se transforme. Oui, la vraie tristesse est précieuse. Elle nous permet aussi d'évacuer des choses profondes, enfouies en nous qui font mal dans le corps, ou mal aux relations, ou mal dans la tête, parce que ce sont des choses qui se sont trouvées enfermées en nous alors qu'elles auraient dû depuis longtemps être évacuées. Ben, comme des déchets, oui. Alors des déchets qui fermentent toute une vie, c'est moche. Pas étonnant qu'on soit malade. Enfin maintenant c'est pas étonnant, on est bien aidés. Hein. Nous vivons dans une espèce de poubelle énergétique, un bain d'acide. Et pourtant la vie est là qui gazouille dans la haie. Quelque part dans le voisinage, quelqu'un s'est procuré un paon qui crie de temps en temps et plus discrètement que les coqs « Léon ! Léon !» Ce qui me fait penser à Saint-Esprit, le paon de Benoît le paysan normand. Alors je ne l'ai pas vu ce coq-là, moi ce paon. Je ne vois que les coqs du voisin, bien encagés dans des trucs faits de briques et de broc. Un sale type le voisin, mais vraiment gravement méchant, dangereux. Mais, j'ai appris à le bénir parce qu'il a de la volaille. Et que de chez moi, comme ça, portes ouvertes, vieilles portes, vieilles fenêtres, vitres anciennes donnant sur un au-delà que j'imagine un peu différent de ce que je vois d'ici, quoique ce que je vois d'ici est beau, à part les lignes électriques. Eh bien, ça fait comme les voisins dans mon enfance. Il y avait la basse-cour à côté. Est-ce que ma grand-mère avait encore des poules quand j'y étais? Je n'en suis même pas sûre, non. Elle se reposait sur les poules de la voisine. C'était bien cette maison parce que elles étaient tout près, les deux anciennes maisons. Mais comment c'était le nord? Oui, c'est ça. Le mur nord n'était pas percé de fenêtres. Et c'était la limite avec la cour de la petite ferme d'à côté. Donc en fait, chacun était chez soi, sans avoir besoin de voir l'autre. Et puis les parcelles étaient un peu en longueur, comme ça, montant, grimpant jusque sur la colline, avec les vergers et tout. Et quand on était dans le jardin, enfin les prés, les jardins, en fait les jardins étaient beaucoup plus près des maisons. Dans le jardin, on se voyait pas forcément, ou un petit peu. Dans la cour, on ne se voyait pas, et dans la maison, on ne se voyait pas. Et il y avait un petit portillon, comme ça, pour passer de la maison de ma grand-mère à la cour de Madame Lacroix. Et vraiment, je voudrais retrouver cette vie-là. Avec ces gens-là. Bon, ma grand-mère, elle était spéciale, hein. Mais ils s'aimaient pas, c'était secondaire. Ils vivaient ensemble. Ils étaient polis. Ils faisaient leurs petites affaires ensemble. Elle allait acheter les œufs, peut-être même les légumes quand il y en avait trop. Un lapin, parfois, enfin... Et se rendaient service en voisins. Il n'y a jamais eu de dispute ou quoi que ce soit. Ils avaient des vies calmes, ces gens-là, et des vies simples qui étaient plus ou moins les mêmes. Il y avait beaucoup moins d'occasions de discorde. Plus la vie se complexifie, enfin la vie, l'existence des humains, avec des choix technologiques différents, des choix de style de vie différents, plus il y a tous ces choix qui se ramifient et s'embranchent, moins nous devenons compatibles les uns avec les autres. C'est ça que je dis souvent, hein, quand on voit les photos ou les tableaux, j'en avais montré de la Suède par exemple, où tous ces gens qui sont habillés plus ou moins pareil en paysans et qui font à peu près tous la même chose. Alors il y a des artisans du bois, des charrons, des ferronniers, mais tout le monde cultive au moins un petit peu. Puis il y a, des gens qui vont sur les chemins. Il y a les cultivateurs, bien sûr. Il y a les saisonniers. Mais en fait, ils ont tous un peu la même vie et le même style de vie. Donc déjà, ça élimine des différences
vestimentaire qui marque une différence. Alors oui, les artisans sont habillés un peu différemment, mais selon leur corps de métier. Mais en fait, comparé à maintenant, les gens ont la même vie. Les gens un peu plus riches que les autres n'ont pas non plus l'eau courante, ou bon, ils ont les bonnes pour leur monter l'eau, c'est vrai. Mais bon, là, on parle vraiment de gens qui seraient d'une couche sociale homogène. Dans un village, dans les hameaux, tout ça, les gens vivent de façon beaucoup plus homogène. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a plus rien, plus personne ne ressemble à son voisin, bien que ce soit quand même très, très, très conventionnel. Tous ces faux choix nous éloignent des uns des autres, notamment par la politique. Bah oui, quand les gens votaient pas, ils faisaient pas de politique, réfléchissez. Ah bah, ils étaient gouvernés par des méchants, des élites qui se foutent de leur gueule. Mais si vous réfléchissez bien, rien n'a changé. Maintenant, on a la dictature médicale en plus, la dictature politique en plus. On a que des trucs en plus. Ah, avant, la vie était dure. La vie était dure. Bah, ça dépend de quel point de vue. C'est-à-dire qu'on a tellement dégénéré qu'on ne pourrait plus tenir un outil qui tenait eux-mêmes, ou on pourrait plus rien faire, évidemment. Mais eux, ils n'avaient pas froid. Ils sentaient le froid, mais ils n'avaient pas froid. Ils étaient costauds, ils travaillaient des enfants. Ben oui, mais un enfant, il peut tout à fait travailler au lieu de s'étioler à l'école. Mais quand je dis travailler, pas dans les usines arrachées à ses parents. Non, apprendre à travailler. Ben, quand on apprend à travailler enfant, on augmente énormément sa capacité d'apprentissage pour plus tard et sa capacité de se réinventer. Les enfants éveillés qui font des trucs de leurs mains et qui bricolent la mécanique avec papa, la couture et la cuisine avec maman, la poterie avec maman, les fleurs, tout ça, et ben ils sont mieux armés après pour apprendre la vraie vie, pas juste des métiers manuels. Parce que même quand on n'a pas un métier manuel et qu'on vit dans une maison, on a quand même besoin on a besoin de certaines compétences, ou alors il faut toujours les déléguer. Tout ça pour dire qu'en plus les enfants ont faim et soif de faire comme les grands et d'apprendre à faire ce qu'ils font. Alors oui, c'est très bien qu'ils aient leurs petits outils, leurs petits nécessaires, qu'ils apprennent à faire des choses, à planter des clous, à serrer des vis, à visser sans abîmer le bois, pourquoi pas. Ben moi j'avais des petits bouts de bois où je plantais des clous, j'adorais planter des clous avec mon père quand il bricolait. Alors, comme j'étais petite, je me rendais pas compte que ça n'avait aucun intérêt de planter des clous dans un bout de bois. Mais c'est très sensuel de planter un clou. On a la vibration du métal, la vibration infime du métal, qui se communique au marteau à l'instant du clou. Non mais c'est extraordinaire. Et quand on tient de ses mains le morceau de bois dans lequel on cloue un truc, la vibration du métal, très spécifique, se communique au bois dans une vibration beaucoup plus fibreuse. Mais oui, mais ces tensions du bois et du métal et ces vibrations. Réfléchissez, c'est exactement ça un violon. Sauf que quand on plante un clou, on ne se focalise pas sur la vibration qui ne dure qu'un instant. C'est un effet secondaire. Alors que dans le violon, cet effet de la percussion d'une matière entrant en affinité mais en même temps en conflit avec une autre, le métal et le bois, ça a été porté à l'extrême. Comment faire vibrer du métal et communiquer la vibration au bois? C'est ça le son. Là, je parle du violon parce que ce sont des instruments, c'est vraiment le prototype de l'instrument à cordes frottées. On a la guitare et la mandoline, mais ce sont des cordes pincées, c'est pas tout à fait la même chose. C'est moins porté à l'extrême, on va dire. Puis c'est plus mon truc, Les cordes pincées, voilà, j'ai fait un peu de guitare, j'ai joué un peu de guitare. J'ai joué, d'accompagnement, comme ça, blim bloum, avec mon copain qui était guitariste. On faisait des petits duos, mais moi je faisais des ostinatos, quoi, des riffs. Ce tracteur passe et repasse. Les doux travaux des champs. Ouais, et j'ai immédiatement une image d'un tableau. Je suis même pas sûre que ce soit un vrai tableau ou un tableau que j'ai vu. C'est un tableau dans le style des tableaux que j'ai vus, Caillebotte et les autres. Comment il s'appelle l'autre? Il a un joli nom, un nom typiquement français. Bon, je ne sais plus. Une ligne de... ce tableau, il est passé trop vite sur mon écran intérieur. Je ne sais pas s'ils étaient en train de
de faucher, une ligne de faucheur ou de moissonneur, oui, ou de je ne sais pas, de semeur, je sais pas, j'ai pas vu. C'était dans les brins et peut-être que c'était à l'automne, ouais. Ouais, donc peut-être que c'était des semeurs. Je sais pas. Ben oui, parce que quand on s'imprègne d'images ou de musique, on peut après créer sur son écran intérieur des choses qu'on n'a jamais vues. Bah, comme l'intelligence artificielle. Fais-moi un tableau dans le style de Jérôme Bosch avec des tons, une dominante de bleu et de violet, mais où il y aurait des astronautes avec leur casque. Un truc, un Jérôme Bosch anachronique. Voilà, fais-moi ça. Et l'intelligence artificielle, elle prend comme ça toutes les données et puis elle copie et elle recombine. Mais nous, on peut le faire aussi. Mais ça demande un effort, et puis tu peux pas le montrer aux autres, c'est à l'intérieur. Et puis c'est pas aussi net que quand tu regardes quelque chose comme je regarde cette renarde, ouais. Je regarde cette nappe à carreaux. J'ai des carreaux rouges, des carreaux blancs et des carreaux grisés de rouge, quoi, mélangés. Voilà, là c'est facile. J'ai pas d'effort à faire, mon œil reçoit. Mais avec l'œil intérieur, je peux avoir un regard créatif, c'est-à-dire qui fabrique quelque chose qui n'existe pas déjà. Pour reprendre l'idée de la créativité. Mon thé a refroidi, bien sûr, je parle. Ben oui, je parle, c'est l'idée. L'autre, il fait « Ah, que tu es bavarde !»« Bavarde !» Tu me redis ça, tu dégages, hein. Ben, forcément, ce sont des émissions en format audio, radiophonique. Donc forcément, je parle, je dis. Mais bavarder, c'est pas ça, mon cher. Bavarder, c'est et t'avais dit que ça. Ah oui, mais j'ai pas dit. Et dis donc, et c'est pas, c'est à deux, bavarder. Et ça vient de baver, bavard, qui bave. Alors si tu penses ça, revois ton vocabulaire ou on a fait un effort, quoi. Ça, c'est de la prise de pouvoir aussi, de dire ça. Ah, t'es bavarde à une fille qui fait des émissions en audio. C'est complètement débile. Ah, parce que des remarques débiles dans ce style, il n'y en a pas eu des masses, hein. C'est le propos. C'est le propos. Des raconteries, comme ça. Au fil de ma pensée associative et des choses qui peuvent se présenter, comme ces chants d'oiseaux. Ou ces hirondelles qui, hier, par 2 fois à la suite, sont rentrées se pourchassant l'une l'autre, ont tourné à un moment... Ah, les revoilà, je parle d'elles, elles m'entendent. Dans la pièce où j'étais en train de... faire du tricot à la machine, je crois. Oui, je n'ai pas dit tricoter à la machine. J'étais en train de tricoter à la machine. Non, j'étais en train de tricoter, c'est aux aiguilles avec les mains. J'étais en train de faire du tricot à la machine. Et je me resservirais bien une tasse de thé. Ce matin, c'est du sencha de Chine, il me semble. Il est très bon, avec ce léger parfum d'algues. Oui, j'ai une petite collection de paquets de thé. Maintenant, je les ouvre pas tous, hein. J'avais celui aux agrumes, mais je vais le réserver aussi plutôt pour l'après-midi. Si je bois du thé ou que j'en offre, parce qu'il est exceptionnel, vraiment. Et ça, ce thé vert léger goût d'algues, frais, on sent qu'il est purifiant, nettoyant. Après la nuit, c'est toujours bien. Comment sont tes nuits ? Oui, là, c'était pleine lune, mais sinon, en général, comment sont tes nuits ? Toi aussi, tu remarques une lourdeur ? Fais-tu des rêves ou des cauchemars ? Est-ce que tu remarques quelque chose ? Peut-être que tu ne le remarques pas la nuit. Peut-être que je le remarque la nuit parce que, tétanisée comme je suis, musculairement, involontairement, la journée, je bouge. Donc ça fait quand même un peu bouger le fascia, même si tout ça est très collé, ça fait un peu circuler. Mais la nuit, comme je ne bouge pas, tétanie sur immobilité, c'est vraiment extrême. Alors je me réveille la nuit et bien sûr, ça fait mal. Et je me réveille le matin et je suis épuisée. Je suis épuisée de ma nuit. Les nuits sont plus fatigantes. Puisque la journée, comme je bouge, ça circule. Mais la nuit, ça circule pas. Donc je ne me décrasse pas, je ne me repose pas. Donc mes nuits sont forcément plus difficiles que mes jours. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ces nuits-là. Ces nuits de jour à forts épandages, à forte nébulisation.
D'ailleurs, nébulisation, j'en suis pas sûre. Moi, je pense que ce sont aussi des choses, des particules, comment dire, qui ne se nébulisent pas, des particules métalliques extrêmement fines. Le métal aussi, à part les métaux alcalins, ça je suis pas très très pointue sur le tableau de la classification, mais le métal aussi, la présence de métal est acidifiante dans le corps. Tout est acidifiant dans ce qui nous est proposé. Je vais pas parler d'hydrogel non plus parce que je sais pas ce que c'est. Ça pourrait bien être le prochain dossier. Enfin, je dis je sais pas ce que c'est. Ça va, j'ai compris le principe, mais je suis pas encore tombée dedans. Bah, il y a eu des choses comme ça qui sont présentées au cours des années. J'ai dit non mais je suis pas prête. Soit émotionnellement, soit intellectuellement, j'ai pas encore saisi vraiment le truc, ni l'intérêt pour moi, ni. Ça finit par faire beaucoup de choses, beaucoup à la fois, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses dans ma tête. Et parfois, je suis pas prête pour tout. Je peux pas tout traiter en même temps. Donc je me dis, bah j'en parlerai certainement pas. Et puis là, ça se présente. Ça se présente puisque j'ai l'impression d'avoir fait le tour de pas mal de choses et que la seule chose que je peux regarder vraiment, et que nous pouvons continuer à regarder jour après jour, c'est, eh bien oui, le temps qu'il fait, la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps n'est plus un sujet futile. C'est le sujet.